Karl Marx. Tout le monde a peu ou prou sur cette terre entendu parler de lui ou lu un de ses écrits. Le marxisme attaque impitoyablement tout asservissement de l'homme par l'homme. Il n'est pas surprenant qu'ils attirent ainsi l'hostilité irréconciliable de ceux dont l'existence d'exploitation est basée sur l'esclavage salarié. Karl Marx gagne de plus en plus en crédit auprès des masses, malgré les efforts des anticommunistes pour le déconsidérer. Dans un sondage d'opinion réalisé en 1999 par la chaîne de télévision et de radio britannique BBC et portant sur les plus grands penseurs du millénaire, Karl Marx est arrivé à la première place en devançant même à une écrasante majorité Einstein, Newton et Darwin. Depuis 2008, avec le début de la plus profonde crise économique et financière mondiale dans l'histoire du capitalisme, le nom de Karl Marx est à nouveau sur toutes les lèvres. En juin 2013, même l'UNESCO est amenée à honorer ses principaux ouvrages, le Manifeste du Parti communiste et le Capital, en tant que patrimoine documentaire mondial de la mémoire de l'humanité. De telles concessions ne signifient pas une reconnaissance générale. On admet avec condescendance que Marx a apporté des contributions à la théorie économique du siècle dernier. Par contre, ses conclusions révolutionnaires sont décriées. C'est pourtant là que réside justement toute leur importance. Aujourd'hui comme demain, le marxisme joue un rôle déterminant pour le succès de la lutte du mouvement ouvrier international et révolutionnaire au bénéfice des États-Unis socialistes du monde. C'est à partir de 6 de ces éléments essentiels que nous voulons illustrer l'importance actuelle du marxisme. Karl Marx est né le 5 mai 1818 à Trèves. Son adolescence se déroule à une période de bouleversement sociétal. Pendant des siècles, l'Église et la noblesse ont dominé et exploité les paysans pauvres, les serfs, les artisans et les commerçants. Elles sont désormais balayées par la révolution bourgeoise. En 1789, la Révolution française a sonné le glas du féodalisme dans toute l'Europe. Des structures capitalistes ont commencé à se mettre en place au sein même du féodalisme. La machine à vapeur se généralise à grande échelle. Des usines sont construites, les bateaux à vapeur et les chemins de fer ouvrent de nouvelles possibilités de transport. Un prolétariat industriel naît et se développe. La bourgeoisie se heurte aux barrières de l'ancien ordre social médiéval. L'industrie et les sciences naturelles se développent par à-coups. Elle encourage des conceptions matérialistes et remet en cause la main de Dieu, invoquée souvent par la religion et l'idéalisme. Le temps est venu de penser, ressentir et agir autrement. Des socialistes utopistes, surtout en France, éprouvant de la compassion face à la pauvreté et à la misère des ouvriers, développent des conceptions idéalistes. Ils stigmatisent avec pertinence les crimes de la société bourgeoise et rêvent d'une répartition équitable et de conditions de vie égales pour tous. Par contre, ils ne perçoivent la classe ouvrière que comme une masse impuissante et en souffrance. C'est pourquoi ils lancent des appels aux capitalistes en vue de négocier des concepts raisonnables et bienveillants. Contrairement aux utopistes, Marx et Engels reconnaissent dans la classe ouvrière la force révolutionnaire qui n'a rien à perdre que ses chaînes, mais qui a à gagner un monde sans exploitation ni oppression. À l'instar de nombreux jeunes de leur époque qui aspirent à un changement dans les rapports sociaux sclérosés, Karl Marx et Friedrich Engels étudient les œuvres du grand philosophe allemand Hegel. Ils reconnaissent que la philosophie de Hegel a apporté une contribution révolutionnaire à l'enseignement du développement dialectique. Il faut en conclure que tout ce qui existe est digne de périr. C'est en cela que réside le cœur révolutionnaire de la philosophie de Hegel, à savoir qu'il ne peut y avoir rien de définitif, d'immuable dans la pensée et l'action humaine, mais que tout s'agite, est en cours en évolution.
C'est en ces termes que Willy Dickout, maître à penser et cofondateur du MLPD, résume le mérite pionnier de Hegel. Hegel était un idéaliste et il prétendait que la société se développe selon les idées des hommes. Marx et Engels ont remis Hegel de la tête sur ses pieds, en faisant la distinction entre son important développement ultérieur de la dialectique et ses conceptions idéalistes. Par contre, Marx et Engels estiment que chaque développement comporte des lois inhérentes à la base de toute chose. La réalité, quant à elle, se reflète seulement dans la conscience des hommes et c'est à partir d'elle que l'homme élabore ses idées. L'être social détermine la conscience. C'est la notion matérialiste fondamentale qui sous-tend le marxisme. La nature existe indépendamment de toute philosophie. Elle est la base sur laquelle nous autres hommes, nous-mêmes produits de la nature, avons grandi. En dehors de la nature et des hommes, il n'y a rien. Et les êtres supérieurs créés par notre imagination religieuse ne sont que le reflet fantastique de notre être propre. Marx et Engels voient dans cette constatation matérialiste le mérite historique du critique de la religion Ludwig Feuerbach. Selon Marx, les problèmes de Feuerbach, c'est que ces énoncés renvoient trop à la nature et trop peu à la politique. À l'attention de Feuerbach, Marx écrit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. » Karl Marx et Friedrich Engels sont des érudits universels. Ils approprient d'énormes connaissances dans les domaines de la philosophie, des mathématiques, de la culture, de l'histoire, des sciences naturelles et militaires. Même à un âge avancé, ils étudient de nouvelles langues. Ils peuvent se compléter mutuellement en échangeant intensément dans des branches scientifiques spécifiques. Le génie de Marx, écrit Lénine, consiste à avoir fourni la réponse aux questions que la pensée progressiste de l'humanité avait déjà posées. L'enseignement de Marx est le successeur légitime de tout ce que l'humanité a créé de meilleur au XIXe siècle, la philosophie allemande, l'économie politique anglaise et le socialisme français. Grâce au matérialisme dialectique et historique qui assimile les expériences pratiques des luttes de libération et les connaissances les plus récentes des sciences sociales et naturelles, il développe le socialisme de l'utopie à la science. Karl Marx a étudié tous les livres scientifiques à sa portée avec une énergie, une constance inusable. Il prête la plus grande attention à l'obtention d'informations sur les luttes internationales. Il passe des semaines et des mois dans la bibliothèque du musée britannique. Il recopie des citations et des tableaux importants figurant dans les livres et des essais. Les photocopieurs et les ordinateurs n'existent pas encore. Depuis 1844, une amitié qui sera d'une importance essentielle pour l'ensemble du mouvement ouvrier le lie à son compagnon de lutte, Friedrich Engels. Que ce soit par lettres ou au cours de longs entretiens, c'est presque tous les jours qu'ils échangent, s'informent et polémiquent. Sur l'évolution dans la lutte internationale des classes, sur des livres récents portant sur les sciences naturelles ou humaines, sur les conséquences pour l'organisation de la lutte révolutionnaire, etc. Il faut douter de tout, c'est une devise de Marx, pas dans le sens d'une remise en question sceptique. Il s'agit pour lui de mettre toute connaissance à l'épreuve et de la confronter à la réalité en constante évolution. Il ne craignait pas l'autocritique. Ils attendaient à un développement révolutionnaire rapide se déroulant simultanément dans tous les pays capitalistes. Là, nous nous sommes trompés, constate Friedrich Engels plus tard, avec lucidité, sans pour autant perdre de vue un seul instant la perspective révolutionnaire. Dans leurs premiers écrits, Marx et Engels démontrent déjà l'unité fondamentale de l'homme et de la nature. C'est un point de départ de leur vision scientifique du monde. L'homme fait partie de la nature et ne peut vivre que dans l'unité et l'interaction avec elle.
Au cours de son histoire, l'humanité a appris à toujours mieux comprendre les lois naturelles, à tirer parti de leurs effets, d'abord pour l'agriculture et l'élevage. Grâce au travail, le métabolisme entre l'homme et la nature est organisé avec une connaissance et une prise de conscience toujours plus grande. Avec le développement des sciences naturelles modernes et de la production industrielle, cette unité a atteint son niveau le plus élevé jusque-là. Dans le capitalisme, la pression en faveur de la maximisation du profit conduit au sapement de l'unité de l'homme et de la nature. Un mouvement écologiste mondial se forme contre la destruction délibérée et la menace d'une catastrophe écologique globale. Printemps 1875. Le Parti social-démocrate SPD, à l'époque révolutionnaire, et l'Association générale des travailleurs allemands ADAV, fondée par Ferdinand Lassalle, préparent leur fusion en Allemagne. Dans ce but est élaboré le dit programme de Gotha. Wilhelm Liebknecht porte une responsabilité décisive dans l'abandon d'éléments fondamentaux des positions révolutionnaires marxistes qui marquaient jusque-là de leur empreinte le programme du SPD. Marx et Engels sont exilés à Londres et ne reçoivent le document que peu de temps avant le congrès d'unification. Ils sont ulcérés. Des contenus réformistes des Lassalliens ont été repris sur des questions centrales. Avec son écrit critique du programme de Gotha, Marx formule une vive polémique fondée sur des principes. Déjà, dans la première phrase, ils attaquent un point essentiel de l'idéologie bourgeoise dont il est imprégné, selon lequel seul le travail serait la source de toute richesse. Le travail n'est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d'usage, qui sont bien tout de même la richesse réelle, que le travail qui n'est lui-même que l'expression d'une force naturelle, la force de travail de l'homme. Mais les dirigeants de l'ancien SPD escamotent et suppriment cette critique devant les membres du parti. 16 ans plus tard, longtemps après la mort de Marx, Engels impose enfin sa publication. L'affirmation erronée que le travail serait la source de toute richesse justifie dans la pratique l'exploitation sans scrupule de l'homme et de la nature. Au sein du mouvement ouvrier aussi, la thèse du travail comme seule source de toute richesse devient une base du réformisme. De cette façon, la lutte écologiste est opposée à la lutte sociale et l'on nourrit la division entre les mouvements écologiques et ouvriers. Sa position fondamentale envers la nature et sa protection, Marx la formule dans Le Capital. Une société entière, une nation et même toutes les sociétés contemporaines réunies ne sont pas propriétaires de la terre. Elles n'en sont que des possesseurs. Elles n'en ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après l'avoir améliorée en boni patris familias, en bon père de famille. Au sein du mouvement ouvrier, cette déclaration de Karl Marx est une des positions les plus refoulées. Or, si l'humanité ne se l'approprie pas pleinement, elle ne pourra pas enrayer l'évolution dangereuse conduisant à une catastrophe écologique globale. En 2008 éclate la crise économique et financière mondiale la plus profonde, la plus longue, la plus globale dans l'histoire bicentenaire du capitalisme. À la différence des économistes bourgeois, le MLPD n'en est pas surpris. Entre-temps, on ne parle plus du slogan du capitalisme sans crise. Au contraire, la gestion de crise est partout à l'ordre du jour. La critique de Marx, cultivée de longue date, s'effondre lamentablement. Une fois de plus, la théorie marxiste de la crise a prouvé son universalité et trouvé sa confirmation pratique. Tant que le mode de production capitaliste existera, il y aura des crises économiques. La critique de l'économie politique du capitalisme est au centre de la doctrine de Marx.
Son œuvre principale sera le capital. La reconnaissance à travers cette analyse de l'essence de l'exploitation capitaliste devient pour des millions et des millions d'ouvrières et d'ouvriers à travers le monde le fil conducteur et l'incitation à la lutte pour la libération sociale. Depuis toujours, les hommes ont arraché à la nature des objets d'usage comme les denrées alimentaires, les outils ou les vêtements et perfectionné leur production. Ils ont appris à produire plus de valeur d'usage que directement nécessaire à la communauté et commencé à échanger avec d'autres groupes. Dans la mesure où les objets sont produits pour l'échange, ils deviennent des marchandises. Dans le capitalisme, la production de marchandises a atteint son plus haut niveau. Les moyens nécessaires à leur production, les machines et les outils, appartiennent aux capitalistes. L'obligation pour le prolétariat démuni de vendre sa force de travail aux capitalistes contre un salaire est la base de l'exploitation capitaliste. Le travail salarié aliène l'ouvrier non seulement de son produit, mais aussi de la nature. La théorie de la plus-value constitue la pierre angulaire de l'économie politique du marxisme. La force de travail de l'homme devient elle-même une marchandise produisant une plus-value car elle peut produire plus que ce qui est nécessaire à sa subsistance. Dans le système capitaliste, les emplois ont deux aspects. D'une part, ce sont les lieux où la force de travail de l'homme est exploitée en vue de produire de la plus-value. D'autre part, ils constituent la base de vie des ouvriers. Quand le capitaliste exploiteur est aussi décrit comme donnant le travail, et les ouvriers exploités comme des prenant ce même travail, il s'agit d'un travestissement délibéré de la réalité. Les capitalistes sont présentés comme des créateurs d'emplois agissant par pure bonté d'âme. Le revers de l'exploitation, c'est le chômage de masse, qui n'est plus nécessaire comme marchandise pour la production de plus-value, constitue une armée de réserve industrielle. Marx s'est rendu compte que le capital ne peut exister que par la croissance, quel qu'en soit son coût. Lorsqu'il y a inversion de la croissance, des crises de surproduction se déclenchent. Par contre, le capital ne peut croître que si le nombre des ouvriers qui produisent de la plus-value augmente. Comme les capitalistes ne cessent d'intensifier l'exploitation de la main-d'œuvre pour éliminer la concurrence, les travailleurs sont remplacés par des machines. Cela conduit à la chute tendancielle du taux de profit, déclencheur des crises de surproduction. La concurrence entre capitalistes pour faire le maximum réalisable de profit les contraint à accroître constamment la productivité du travail et à augmenter le nombre des heures supplémentaires non rémunérées. Aucun capitaliste ne peut faire preuve de modestie et prétendre être satisfait même avec moins de profit, car il serait déjà perdant. Les capitalistes sont impuissants face à cette loi des crises. Karl Marx écrit à ce propos: comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives. De l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciennes. À quoi cela aboutit-il? À préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. Un prolétariat industriel international est aussi né avec la nouvelle organisation de la production capitaliste internationale. Il est étroitement lié aux installations industrielles modernes et en mesure de prendre la tête de la lutte de libération mondiale et d'assumer la direction dans la lutte pour la révolution internationale. À nouveau, on voit se développer le potentiel d'une crise révolutionnaire mondiale. Une force considérable lui fait opposition, le capital financier international dominant son partage. Les 500 plus grands monopoles industriels, bancaires et agraires dominent aujourd'hui l'économie mondiale et impriment leur sceau politique sur le monde. En 2012, ils disposent ensemble de 42% du produit mondial brut, de plus de 70% des exportations mondiales et de plus de 90% des exportations mondiales de capitaux.
Ils pillent sans vergogne l'homme et la nature. Ils ne renonceront jamais volontairement à leur pouvoir. Ils appuient sur les gouvernements des pays impérialistes et capitalistes. Ils fournissent d'énormes équipements aux appareils policiers et militaires. Ils jettent leur toile d'araignée de services secrets pratiquant l'espionnage et la surveillance des amis et des ennemis. Enfin, ils disposent d'un appareil médiatique qui pénètre tout, permettant une manipulation sophistiquée du mode de pensée des masses. Mais celui-ci est un colosse aux pieds d'argile. Le système impérialiste mondial, dans son ensemble, n'existe plus que par une tendance générale à produire des crises. Pour abolir les crises capitalistes, il faut abolir le capitalisme et construire le socialisme. De même que le féodalisme a nourri le capitalisme dans son giron, la société capitaliste alimente la préparation matérielle du socialisme jusqu'à sa maturation. C'est sur cette base que Marx développe la vision scientifiquement fondée d'une société communiste où l'exploitation de l'homme par l'homme est surmontée. Dans le manifeste du Parti communiste, leur publication sans doute la plus célèbre, Marx et Engels dévoilent quel est le rôle de la lutte de classe dans l'histoire derrière les remous des affrontements sociaux. Ce ne sont ni la toute-puissance divine, ni les grands hommes qui sont la force motrice de l'histoire humaine. C'est l'antagonisme entre les esclavagistes et les esclaves, entre les seigneurs féodaux et les serfs, la noblesse et la bourgeoisie en pleine ascension, et enfin entre la classe ouvrière et le capital. Dans cette lutte des classes, l'enjeu est en conséquence la disposition de la richesse socialement acquise et le pouvoir politique. La lutte de classe est menée comme une lutte économique, politique et idéologique. Dans le capitalisme, elle franchit différentes étapes jusqu'à atteindre sa forme suprême, le renversement révolutionnaire de la dictature des capitalistes monopolistes dominant son partage et la construction du socialisme. Dès sa publication, le manifeste du Parti communiste connaît une diffusion rapide. Il est traduit dans presque toutes les langues. Ces dernières lignes interpellent. Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé, que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'y ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à y gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Les anticommunistes répètent comme une litanie que le socialisme-communisme ne peut pas fonctionner. L'homme serait trop égoïste. La paresse et l'amour du confort prendraient le dessus dès que les exploiteurs cesseraient de manier le fouet. Cela peut être conforme à leur vision de l'homme et leur mode de pensée. Le capitalisme et ses supporters créent et répandent l'égoïsme et la bassesse. La classe ouvrière et les grandes masses n'accepteront jamais une telle conception de l'homme. À maintes reprises, elles ont prouvé qu'elles sont capables de lutter de manière solidaire, désintéressée et héroïque pour permettre l'émergence d'une ère nouvelle. C'est seulement grâce à ça que l'humanité a pu historiquement se développer. Dans le premier pays socialiste du monde, l'Union soviétique, une société nouvelle fut construite avec succès de 1917 à 1956. Un pays arriéré et extrêmement pauvre s'est transformé en un pays industriel moderne, ayant adopté d'importantes mesures de protection environnementale et, avant tout, avec des hommes et des femmes ayant reçu une bonne éducation et fiers. Et ceci en affrontant des ennemis acharnés à l'intérieur et à l'extérieur, des guerres d'intervention et l'agression brutale du fascisme hitlérien. Après la victoire sur le fascisme, obtenue grâce à une alliance antifasciste globale dont l'Union soviétique socialiste a assumé la plus grande partie, un tiers de l'humanité a pu se libérer de l'exploitation et de l'oppression capitaliste sous la bannière du marxisme.
Après la victoire de la Révolution en 1949, la Chine socialiste a réalisé par la lutte jusqu'à la mort de Mao Zedong en 1976 des progrès fulgurants. La RDA aussi a connu après la Seconde Guerre mondiale des débuts prometteurs pour la construction d'une société socialiste. Comme dans toute confrontation entre l'ancien et le nouveau, le mouvement révolutionnaire a subi également des revers et de lourdes défaites. C'est la trahison du socialisme par les révisionnistes modernes dans les premiers pays socialistes du monde qui a causé les pires dégâts. À partir du 20e congrès du PCUS en 1956, le marxisme-léninisme a été remplacé par une idéologie bourgeoise. Le capitalisme a été restauré tout d'abord en Union soviétique, puis en RDA et enfin en Chine, sous la forme d'un capitalisme bureaucratique et monopoliste d'État. Tout cela n'était pas facile à percevoir. En RDA, par exemple, Marx a été placé sur un piédestal. Ses textes ont été répétés dogmatiquement jusqu'à être réduits à des phrases creuses. Ils sont de plus en plus entrés en contradiction avec les pratiques d'une direction de parti, d'État et de l'économie en quête de privilèges de petits bourgeois et traitant les masses avec mépris, méfiance et espionnage, et allant jusqu'à la construction du mur et à la répression massive de toute forme d'aspiration démocratique. Cette situation a favorisé l'anticommunisme moderne plus que l'anticommunisme réactionnaire de Hitler, d'Adenauer, etc. Mao Zedong a conclu notamment que la lutte de classe doit aussi se poursuivre dans le socialisme. La dictature du prolétariat est indispensable à cette fin. Le MLPD écrit dans son programme: le socialisme représente une société de transition du capitalisme au communisme. Afin d'atteindre ses objectifs communistes, la classe ouvrière, par la dictature du prolétariat, organise la lutte de classe dans le socialisme et pratique l'internationalisme prolétarien. La lutte de classe de la classe ouvrière doit se référer au contrôle du mode de pensée des responsables dans la conduite de l'économie, de l'État et du parti. Dès le début, l'essence de la dictature du prolétariat s'y exprime. Il s'agit de la lutte idéologico-politique systématique pour la conscience socialiste, pour surmonter l'idéologie bourgeoise, et ce, en harmonie avec la transformation socialiste de la base économique de la société et du mode de vie social. L'incertitude et la fragmentation du mouvement révolutionnaire sont la conséquence de la trahison du socialisme. Mais ce n'est pas tout. Sur la base des enseignements de Marx, les révolutionnaires et marxistes-léninistes ont analysé les causes des défaites, ils ont fondé de nouveaux partis, ils se sont consultés et unis dans la lutte. Ainsi, les enseignements de Marx continuent à vivre. En se penchant sur l'histoire du développement de l'humanité, Marx et Engels étudient intensément le rôle des femmes et de la famille et définissent le double concept de production. Les institutions sociales sous lesquelles vivent les hommes d'une certaine époque historique et d'un certain pays sont déterminées par ces deux sortes de production. Par le stade de développement où se trouve d'une part le travail et d'autre part par la famille. Il découvre que l'exploitation et l'oppression spécifique des masses de femmes dans le capitalisme sont inhérentes au système et que la libération sociale de la classe ouvrière et la libération des femmes sont inextricablement liées. Sur la base de l'ordre étatique et familial bourgeois, la responsabilité privée de la famille individuelle est le pendant indispensable à l'exploitation du travail salarié dans la production socialisée de marchandises au sein du capitalisme. Aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui assument le plus gros du travail familial non rémunéré. Non seulement elles mettent les enfants au monde, mais elles en prennent soin. Elles s'occupent du foyer, des membres malades et âgés de la famille. En retour, elles doivent se contenter de salaires inférieurs. Mais les femmes prolétariennes ne sont pas les seules à être soumises aux conséquences de l'ordre étatique et familial bourgeois. Les femmes petites bourgeoises et bourgeoises sont également tenues financièrement dépendantes. Elles aussi sont particulièrement opprimées directement ou par des voies détournées.
En mettant en évidence ces corrélations, Marx et Engels jettent les bases de l'unité indissociable entre la lutte pour la libération sociale, avec la fin de l'exploitation de la main-d'œuvre, et la lutte pour la libération de la femme. Quiconque sait un peu d'histoire n'ignore pas que de grands bouleversements sociaux sont impossibles sans le ferment féminin. Le progrès social se mesure exactement à la possession sociale du beau sexe, les laides comprises, écrit Marx à Ludwig Kugelmann. Les ouvriers désunis ne sont rien. Les ouvriers unis sont tout. Marx n'était pas seulement un théoricien, il était aussi un organisateur pratique de la classe ouvrière. En 1847, il adhère à l'Union des communistes, au nom de laquelle il rédige avec Engels le Manifeste communiste. Bien que le capitalisme en soit encore à ses balbutiements, ils reconnaissent qu'il a évolué dès le début comme un système social international, faisant ainsi émerger le prolétariat dans le monde entier. De là découle le caractère fondamental de la révolution prolétarienne, qui est, comme Marx l'écrit, une révolution qui sera la libération de toutes leurs classes dans le monde entier et qui sera aussi internationale que l'est la domination du capital et l'esclavage du salariat. Marx et Engels s'insurgent contre les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples. Ils sont de fervents internationalistes. Le manifeste communiste l'affirme. Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas. La première internationale est fondée en 1864 à Londres sous l'influence déterminante de Marx. Pour mettre en place concrètement cette unification, éliminer les obstacles, proposer des résolutions et des actions de solidarité, Karl Marx s'avère être l'âme de cette première organisation internationale avec pour objectif la préparation d'une révolution internationale. Frédéric Lessner, ouvrier et compagnon de lutte de Karl Marx, dépeint son rôle dans la première internationale en ces termes. Marx a toujours attaché une grande importance à la rencontre et au dialogue avec les ouvriers. Il cherchait la compagnie de ceux qui lui parlaient franchement et il s'abstenait de toute flagornerie. Il lui tenait à cœur d'entendre le point de vue des ouvriers sur le mouvement. À tout moment, il se montrait disposé à discuter avec eux des questions politiques et économiques les plus importantes. À l'époque de l'Internationale, il n'a jamais manqué les réunions du Conseil général. Et après les réunions, nous, Marx et la plupart des membres du Conseil, nous allions généralement dans une bonne auberge pour bavarder autour d'un verre de bière. La coopération pratique entre révolutionnaires d'origine et de milieux les plus divers va de pair avec des débats idéologiques de fond. Dans la première internationale, Marx et Engels sont les seuls marxistes avec un enracinement universel. Les discussions sur l'anarchisme, telles que l'incarne le révolutionnaire russe Bakounine, sont très animées. L'anarchisme est un courant petit bourgeois au sein du mouvement ouvrier. Il emboîte le pas à la colère spontanée des masses ouvrières face à l'appauvrissement qui accompagne l'industrialisation, sans néanmoins en comprendre les causes. Les anarchistes modernes en font un concept révolutionnaire du « ici et maintenant », du « détruisez ce qui vous détruit », ce qui conduit souvent à une terreur individuelle insensée. Rejeter toute organisation contraignante, c'est encore aujourd'hui la marque de l'anarchisme et de l'anti-autoritarisme. Or, la classe ouvrière ne peut affronter le pouvoir concentré et hautement organisé du capital que par une organisation bien fermée. En 1871, de nombreux représentants de la Première Internationale montent sur les barricades de la Commune de Paris pour instaurer un premier pouvoir ouvrier. Marx a mis en garde contre une attaque prématurée, mais dès le déclenchement de la lutte, il exprime toute sa solidarité aux assaillants du ciel. La Commune est réprimée dans le sang par les anciens adversaires de guerre incarnant les forces réactionnaires allemandes et françaises unies.
Parfois, les ouvriers triomphent, mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. Dans son écrit « La guerre civile en France », Marx tire des conclusions approfondies sur cet événement phare, la Commune de Paris. Y figure l'appel urgent à faire progresser l'organisation de la classe ouvrière dans les syndicats, mais surtout aussi au sein des partis révolutionnaires. La Première internationale avait d'abord atteint son but et fut dissoute en 1876 au profit de la construction de partis nationaux. Marx est un révolutionnaire professionnel inébranlable. Ce que lui et sa femme peuvent tirer des héritages et des modestes revenus de son travail de journaliste est souvent insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Engels gagne de l'argent dans l'usine héritée de son père pour que Marx puisse se concentrer sur son travail. Les portes des logements souvent plus que modestes de la famille Marx sont toujours ouvertes aux réfugiés politiques et aux visiteurs du monde entier. Les Marx entretiennent d'étroites relations amicales avec des scientifiques, des artistes et des écrivains comme Heinrich Heine. Marx était toujours tourné vers la vie, il appréciait et connaissait Homère, Dante et Goethe et adorait le grand dramaturge Shakespeare. La famille Marx mène incontestablement une existence souvent dure et pleine de sacrifices. 4 des 7 enfants meurent en bas âge en raison des conditions de vie misérables de l'exil. De là, des esprits mesquins ont instillé la légende selon laquelle Marx a laissé sa femme et ses enfants croupir dans la misère alors qu'il se retranchait derrière son bureau. Jenny, l'épouse de Marx, est aussi une femme émancipée et totalement acquise à la Révolution. Par pure conviction, elle travaille comme sa secrétaire à la transcription de ses manuscrits à peine lisibles pour d'autres. Marx voue à ses enfants un amour tendre et joyeux. Les 3 filles, Jenny, Laura et Eleanor, deviennent des femmes instruites et engagées politiquement. Pendant toute leur vie, elles restent intimement liées au mouvement ouvrier révolutionnaire comme traductrices et journalistes. Après leur mort, Eleanor Marx Aveling écrit sur la relation de ses parents. Je crois parfois qu'un lien presque aussi fort que le dévouement à la cause ouvrière les unissait, leur humour inépuisable et indestructible. Il n'y aura pas à nouveau 2 personnes qui ont tant aimé la blague et la plaisanterie comme les deux. Oui, malgré toutes les souffrances et les luttes, ils forment un couple gai et la mère Dieu du tonnerre est une imagination des cerveaux bourgeois. Ceux qui se consacrent à l'étude de la nature humaine ne seront pas étonnés que l'homme, qui était un tel combattant, puisse en même temps être le plus doux et le plus tendre de tous les hommes. Ils comprendront qu'il pouvait ressentir autant de haine justement parce qu'il était capable d'un amour aussi intense. Karl Marx décède le 14 mars 1883 à tout juste 64 ans. Friedrich Engels prend la parole devant sa tombe. Il résume les découvertes révolutionnaires de son ami. Enfin, il détaille les rapports de Marx avec ses amis et ses opposants politiques, décrivant toute sa façon de penser et de vivre, dont la puissance d'attraction n'affaiblit pas à ce jour. Voilà pourquoi Marx a été l'homme le plus exécré et le plus calomnié de son temps. Gouvernement absolu aussi bien que républicain l'expulsèrent. Bourgeois conservateurs et démocrates extrémistes le couvraient à qui mieux de calomnies et de malédictions. Il écartait tout cela de son chemin comme des toiles d'araignée, sans y faire aucune attention, et il ne répondait qu'en cas de nécessité extrême. Il est mort, vénéré, aimé et pleuré par des millions de militants révolutionnaires du monde entier, dispersés à travers l'Europe et l'Amérique, depuis les mines de la Sibérie jusqu'en Californie. Et, je puis le dire hardiment, il pouvait avoir encore plus d'un adversaire, mais il n'avait guère d'ennemis personnels.
Son nom vivra à travers les siècles et son œuvre aussi.